Donc, bonjour à tous. Je voudrais commencer par présenter mes excuses pour mon absence. Je suis en effet positif au Covid et je ne souhaitais Très à la pas mode en ce moment, très à la mode. diffuser exactement la maladie parmi cette assemblée. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Jean-François Cavestan pour son invitation, mais aussi Angèle Desnoyelles pour avoir signalé l'existence de mon travail afin de me permettre d'intervenir ici aujourd'hui. Je vais vous présenter aujourd'hui le réaménagement du parvis de la cathédrale de Reims et je vais me concentrer sur celui-ci. Il a été réalisé donc, entre 2003 et 2008 par José Ignacio Linassasoro et l'agence rémoise Tieno Ballan Zuleka. Euh, c'est une recherche que j'ai effectuée dans le cadre donc, de mon mémoire de fin d'études, réalisé en 2017 à l'ENSA de Paris-Val-de-Seine, donc sous la direction de Donato Severo, Xavier Dousson et Sébastien Mémet. Donc, ce projet nous intéresse dans le cadre de cette journée d'études, car il fournit une réponse à l'une des principales problématiques du réaménagement du parvis Notre-Dame de Paris. Comment retrouver la richesse de perception qui caractérisait l'approche des cathédrales avant le dégagement de leurs abords. Donc on peut voir cette diapositive avec la comparaison des photos aériennes avant et après le réaménagement. On a donc avant ce réaménagement une grande et vaste place de 70 mètres de profondeur que le projet va chercher à fragmenter afin de réduire la dimension du parvis et multiplier les points de vue sur la cathédrale, en s'appuyant sur le tracé des îlots disparus. On peut lire ici. En l'absence de, pardon, en l'absence de construction au programme, les volumes sont exprimés à l'aide de plateformes plantées, mais aussi de nombreux détails qui font référence à l'histoire du lieu. Donc la comparaison entre ce plan du début du 19e siècle à gauche et la photo aérienne après le réaménagement du parvis signale l'ampleur des transformations qui ont touché les abords au 19e et au 20e siècle. On peut y lire aussi le cadre urbain propre à la cathédrale que le projet cherche à restituer par ces volumes plantés. La cathédrale la cathédrale de Reims a été édifiée donc, à partir de 1211, mais c'est seulement au XVe siècle qu'elle est achevée avec la démolition des maisons qui se trouvaient à l'emplacement du massif occidental. En effet, ça signale bien qu'elle émerge d'un tissu urbain très dense, comme on peut le voir sur cette représentation du Reims médiéval gravée au XVIIe siècle. On peut voir donc sur cette image qui illustre bien la richesse spatiale que procure donc, ce tissu urbain dans l'approche de la cathédrale, qui permet en effet une découverte progressive de celle-ci, comme par fragments. Un autre aspect de la cathédrale dans son tissu médiéval, c'est que finalement, elle n'est que l'église d'un quartier entier qui concentre le pouvoir religieux. On voit bien sur ce plan du XVIIIe siècle par Legendre qu'elle est entourée d'une part par le palais épiscopal, actuellement le palais du Thau, de l'autre de l'enclos des chanoines autour de son cloître, et enfin, en face, de l'Hôtel-Dieu qui est présent, on le sait, à proximité des cathédrales dans de nombreuses villes de France. Au XVIIIe siècle, donc, ce sont les premières transformations d'ampleur du tissu médiéval avec la construction de cette place royale et sa grande perspective vers l'hôtel de ville, donc par Gabriel Legendre. Ce dispositif urbain va toutefois totalement tourner le dos à la cathédrale, mais paradoxalement, celle-ci est présentée dans une vignette qui borde le plan de Legendre, comme isolé au milieu d'une grande esplanade, comme une sorte, on va dire, totalement à l'opposé du plan qu'on voyait auparavant, ce qui est finalement une préfiguration de ce qui va survenir par la suite. Donc à la Révolution, le pouvoir religieux disparaît du lieu pendant quelque temps, le parvis et le parvis du temple de l'être suprême,
On peut voir donc, en 1794 que l'enclos des chanoines est détaché de la cathédrale, donc avec cette rue qui va longer le flanc nord de celle-ci. Mais c'est dans la seconde moitié du 19e que vont survenir les principales transformations des abords de la cathédrale. La ville sort de ses limites médiévales. On a la construction de la gare au nord, mais aussi donc une extension de la ville avec un système de rues orthogonales qui va placer la cathédrale dans la perspective de la rue Libergier, dans la logique de l'urbanisme de cette époque. On va aussi avoir la construction donc, du tribunal et du théâtre, des nouveaux équipements qui vont commencer à élargir le parvis. Donc, on voit ici la rue Libergier hein, avec la mise en perspective de la cathédrale et les équipements publics qui sont construits donc, à proximité immédiate du monument avec le développement d'une bourgeoisie du Champagne et de l'industrie textile. Donc, avec au premier plan le théâtre et ici le palais de justice. Mais le principal acte du dégagement de la cathédrale va être finalement la Première Guerre mondiale. La ville est bombardée à partir de 1914 avec l'incendie de la cathédrale, et ce jusqu'en 1917. Donc on peut voir sur cette carte postale postérieure à la catastrophe que le parvis est en très grande partie détruit. À la reconstruction, le plan forestier Ford de 1920 va finalement prolonger l'œuvre du 19e siècle. À l'arrière de la cathédrale, le percement du cours Anatole-France va totalement dégager le chevet, tandis que le percement du cours Langlais crée une nouvelle perspective dans l'axe des tours de la cathédrale. Au XXe siècle, le parvis va être quelque peu marginalisé, c'est-à-dire que on va avoir déjà dans la première partie du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, la construction de plusieurs bâtiments administratifs, comme l'hôtel des finances, l'hôtel de police, la caserne des pompiers. La cathédrale, elle, n'est reconstruite qu'en 1938, donc 20 ans plus tard, avec la célèbre charpente en béton de Henri Deneux. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il va y avoir plusieurs projets pour le parvis de la cathédrale. D'une part, en 1953, dans le plan d'aménagement de la ville de Maurice Rotival, le parvis est prévu comme densifié par la construction de logements, un projet qui sera sans suite sur cet aspect. On aura aussi en 1975 un projet d'extension du palais de justice avec la construction de la cour d'appel de Jean-Louis Verret, mais qui rencontrera une très forte opposition de la population et qui ne sera donc pas réalisé. Ainsi, à la fin du siècle, la ville va entamer un projet de requalification du centre-ville, touristique, commercial et culturel, dont le parvis va être au cœur de la stratégie. On le voit dans les années 90, sur cette diapositive, le parvis a un pavement uniforme, a cette forme axiale hein, qu'on voyait très bien sur l'image, la photographie aérienne tout à l'heure. Il est faiblement pourvu en aménités, il n'y a pas peu de mobilier urbain. On a un bâti qui est très hétérogène autour, avec en effet tous les bâtiments qu'on a pu énumérer auparavant, d'époques diverses. Finalement, c'est un lieu qui n'est identifié par les Rémois que par la seule présence du monument. Donc le premier acte du réaménagement de ce parvis va être un concours d'idées qui va avoir lieu en 1992, qui concerne un secteur bien plus large que le concours au final, puisqu'il est laissé la possibilité aux équipes de démolir les îlots adjacents. C'est déjà José Inaciasoro qui va remporter ce concours, avec une proposition déjà qui cherche à changer l'orientation de la place. Ici, on le voit, elle est très minérale, mais elle est organisée de façon à être parallèle à la façade de la cathédrale. Mais le point fort du projet, ce sont la création par la reconstruction des îlots adjacents de ces vues obliques
vues obliques qui permettent d'apprécier la cathédrale de façon latérale. Ce croquis qu'on voit à droite de Lina Sassoro est une citation d'un croquis de Viollet-le-Duc lors d'un avis en fait sur le réaménagement de la cathédrale d'Amiens où une grande perspective frontale était prévue. Il y explique en effet que la vue latérale permet de valoriser la statuaire de la façade et de voir son épaisseur. Deuxième acte va être, en 1997, le concours de la médiathèque. Pour ce projet, là encore, Lina Sassoro va répondre donc avec un projet minéral et épais. Sur ce dessin, il représente la place qu'il a rendue au concours de 1992. Dans la médiathèque est inscrite justement la vue oblique qu'il préconisait. Mais c'est finalement Jean-Paul Viguier qui va remporter ce concours avec un projet donc aux lignes plus contemporaines, mais surtout ces grands pans de verre qui permettent de refléter la cathédrale, mais surtout de la voir entièrement depuis les salles de lecture. Donc finalement, le concours pour le réaménagement du parvis est lancé en 2003. Les enjeux du programme sont, donc en premier lieu, et le programme insiste beaucoup sur cette question, c'est la mise en valeur de la cathédrale, évidemment. Ensuite, on a les questions donc, de gestion des flux, principalement piétons, avec la piétonisation de la place. Et enfin, la mise en évidence de la vocation culturelle du lieu, tant par les institutions, on a le Palais du Thau, le musée à proximité, et la cathédrale, évidemment, et la médiathèque, mais aussi les événements culturels qui pourraient y venir. Le concours concerne l'ensemble des abords, comme aujourd'hui Notre-Dame, mais la mission de maîtrise d'œuvre est seulement réservée au parvis et aux rues attenantes, pour une surface de 12 400 mètres carrés. Excusez-moi. Donc, dans son projet lauréat, Lina Sassoro fournit une notice explicative très fournie de références à l'histoire du lieu, mais aussi donc, à Camille Ocité, on en parlait tout à l'heure, qui énonce comme précepte dans l'art de bâtir les villes la dimension restreinte des abords des monuments, le rapport d'échelle par la dimension relative des objets, la position relative des objets, pardon, la qualité spatiale des places irrégulières, mais aussi la question du parcours. Il cite aussi évidemment Viollet-le-Duc. Enfin, il cite toute une série de références d'espaces urbains, parmi lesquels on trouve des places royales françaises, des places italiennes, des jardins de Lenôtre, mais aussi des pyramides mayas pour les plateformes. Au final, le concours on pourrait presque le qualifier de sorte de collage hétérogène qui va en fait s'adapter au lieu au fur et à mesure des esquisses et des échanges des échanges avec les différents acteurs du projet. Mais ça, Joselyne Sassoro nous en parlera plus précisément lors de son intervention. Donc, la première évolution de ce projet, en effet, ça va être la remise en cause de la transcription littérale des tracés du parvis du début 19e. On le voit en premier lieu pour cette question des îlots, hein, avec, donc, à gauche, là, vous voyez ce plan du concours avec les îlots qui retranscrivent exactement ceux donc, du début 19e. En APS, ils vont être légèrement modifiés pour arriver à une forme finale plus fluide, plus organique. C'est le cas aussi en fait du seuil de la cathédrale. Ce seuil, c'est au départ une référence au parvis gothique, cet espace extérieur dont la lisse gothique, ici, sépare l'espace sacré de l'espace profane. Le tracé du concours, le dessin du concours qu'on voit ici, s'appuie sur la restitution dessinée par Viollet-le-Duc dans le dictionnaire raisonné de l'architecture
imaginaire, hein, puisque cette lisse a été détruite donc, lors du sacre de Louis XVI. Finalement, ce seuil de la cathédrale va évoluer vers une forme donc, qui s'ouvre vers le flanc de la cathédrale et qui se dilate vers le palais du Thau, en évoquant une autre référence historique très importante dans ce lieu, qui est évidemment le sacre. Hein. On voit sur ce tableau ce mouvement circulaire qui est très clair en plan et qui raconte en fait tout simplement la procession entre le palais du Thau où dort le roi et la cathédrale en elle-même. On retrouve finalement dans le plan réalisé les grandes intentions du projet. La cathédrale retrouve son espace propre avec ce parvis. On a cette mise en scène de son approche avec les rues attenantes, le parvis proprement dit, le seuil, avec un parcours qui évite la linéarité et les rapports frontaux. Ce sera présenté par la suite par Angèle Desnoyelles de façon détaillée. On a aussi cette idée que la fragmentation du parvis permet à chaque bâtiment de retrouver son espace propre. C'est-à-dire que le palais de justice, qui avait en effet son square Jeanne d'Arc, hein, qui se retrouvait ici, donc ce square est étendu et correspond au bâtiment. Le linéaire commercial ici, en fait, a sa propre rue. Cette plateforme est ouverte sur l'îlot qui le borde et accueille aujourd'hui les terrasses des cafés. Et enfin, évidemment, on a cet espace de la cathédrale. On retrouve aussi, point important du concours de 1992, cette organisation parallèle à la façade, hein, avec qui se retrouve en fait de façon très nette dans le rapport de proportion qui est établi, où l'étroitesse du parvis renforce la verticalité de la cathédrale et permet de percevoir la façade dans toute son épaisseur. Hein. On voit très bien ce que disait Viollet-le-Duc, c'est-à-dire cette question d'apprécier la statuaire avec cette façade en plus à Reims, hein, qui est particulièrement épaisse et que la vue frontale en fait écrase totalement. Donc ce rapport d'échelle qu'on voit ici, il permet en fait de régler l'évolution de la dimension des îlots, c'est-à-dire qu'il n'est plus la transcription littérale des îlots médiévaux, mais qui devient en effet un rapport de 1 à 1 par rapport à la hauteur de la nef, c'est-à-dire que ce point, donc le point le plus éloigné de la façade, est à 38 mètres de la façade, c'est-à-dire la hauteur de la nef elle-même. De la même façon, pour le seuil, il est situé à 10 mètres de la façade, ce qui correspond à la hauteur de la porte et permet ainsi d'admirer le tympan de façon optimale. Enfin, dernier point pour décrire la façon dont le projet va casser les rapports de symétrie, c'est la statue de Jeanne d'Arc qui se retrouvait dans l'axe du square qui est devant le tribunal. Elle est débarrassée de son piédestal, posée donc sur le sol et tournée vers la cathédrale dans un rapport symbolique. On ne détaillera pas ici. Donc on l'a vu, ce parti de contenir la place du parvis s'exprime dans sa matérialité ni par des constructions, elle n'était pas prévue au programme, ni par un dessin sur le sol, comme c'est le cas actuellement sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Mais c'est en revanche une topographie qui, au-delà de la question visuelle, permet d'engager le corps dans la pratique du lieu. Cette topographie, donc avec ces plateformes plantées, elle est délimitée par des éléments qui vont être dont l'expression architecturale donc, va être ces talus, donc avec ce sol qui remonte par une légère pente qui est entre 15% ici hein, et 30% à ce niveau-là, et qui se termine par donc, un banc en pierre massive qui crée l'unité du parvis tout autour de la cathédrale.
et vraiment rend l'unité propre de ce parvis qu'il y a à la cathédrale. Alors, ce sont des éléments qui ont... on a vu l'évolution hein, des tracés de la composition d'ensemble de ce plan du parvis. Mais cette évolution, elle se ressent aussi dans cette question de la matérialité elle-même. On avait au concours, en effet, des éléments qui étaient infranchissables de 1,20 m, qui étaient avec des terrasses qui n'étaient accessibles que par des emmarchements sur le côté. Donc ce dessin va évoluer. On peut aussi noter sur cette image produite en phase d'avant-projet les arbres taillés à la française qui seront eux aussi remis en cause, le parvis étant jugé anachronique par rapport aux autres choix de la matérialité. Donc finalement, ces talus, on peut voir donc dessus ces bancs qui sont en pierre massive. Cette pierre, c'est une pierre qui est issue des carrières de Hauteville dans l'Ain, qui a été choisie en raison de la proximité de la couleur de la pierre avec celle de la cathédrale. On voit en effet comment ces éléments permettent d'évoquer, de relier en fait cette matérialité du parvis à celle de la cathédrale, un peu comme des fragments posés sur le sol. Là, on voit sur le dessin des bancs qui vont délimiter le seuil avec ce joint creux qui permet de laisser passer la rigole. Ces bancs qui délimitent le seuil, ils n'avaient de la même façon pas la même matérialité lors du concours. C'était des sortes de pierres posées sur le sol, comme celles qui occupent les abords de chemins médiévaux, comme on en trouve encore aujourd'hui au Mans. Voilà, donc on voit la matérialité évoluant au fur et à mesure des esquisses, avec cette recherche d'unification. Tu sais, bois un verre d'eau, s'il te plaît. Tu as encore 3 ou 4 minutes, guère plus. D'accord, oui. C'est bien, non, c'est bien de boire un verre d'eau. Merci d'arriver, parce que je vois bien que c'est pas du chic, et tu es un petit peu malade, en effet. Je l'ai connu en meilleure forme. Mais merci, c'est super. Vas-y. Je vous prie de m'excuser si c'est trop haché. Tout va bien. On t'entend. Oui. Donc, donc oui, on voit sur ce détail des bancs la stéréotomie complexe qui résulte donc de la forme de ces bancs. Ces bancs qui se tordent de façon à certes délimiter cet espace, on l'a évoqué, mais aussi donc diriger le chemin vers le Palais du Tau, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le sacre. Ces bancs se terminent, leur dernier élément est finalement une fontaine, là encore une évocation de l'histoire du lieu, puisque à cet emplacement, donc à l'articulation entre la façade de la cathédrale et celle du Palais du Tau, existait auparavant donc une fontaine qui a été démolie au XIXe siècle, mais aussi, ça évoque aussi une mémoire encore plus ancienne, celle des thermes romains qui étaient présents à cet emplacement donc dans l'Antiquité. Donc enfin, il y a cette... nous allons décrire les différents sols qui composent la place, qui sont différents en fait en fonction de ces éléments pour distinguer ces différents espaces. D'une part, on a le sol donc, du jardin du tribunal, le square Jeanne d'Arc, qui est donc un sol en stabilisé, perméable. Elles sont assez traditionnelles. D'autre part, donc, on va avoir ce sol de la plateforme qui accueille les terrasses de ces commerces alentours, qui va être un sol, lui, lisse, en pierre de Saint-Laurent, une pierre calcaire très dure, donc, pour permettre des usages, qui, on le voit dans ce calpinage, va avoir une forme très irrégulière qui cherche à évoquer l'irrégularité des sols médiévaux. On voit ici ces références qui sont citées dans la notice explicative du concours.
Voilà, on peut les voir ici, et la distinction avec le pavage des rues. Donc, le pavage du parvis en lui-même, il est composé du pavage réemployé du parvis précédent, qui a simplement été cassé de façon à lui donner une rugosité qui permet donc de consacrer cet espace à une mobilité principale qui serait la marche, donc pour éviter en effet d'autres types par exemple des skateboards ou des éléments qui pourraient venir faire du bruit. Ce sont aussi des éléments qui, par leur petite taille, permettent de transformer facilement le parvis, par exemple aux événements comme le marché de Noël. Enfin, la matérialité du seuil, ce sont ces pierres de Buxy qui sont retenues pour leur teinte variée, qui permettent d'avoir cet effet de scintillement ou de vibration. Elles sont quant à elles taillées de façon très lisse, de façon à être totalement praticable, hein, car ce passage permet aussi, et aussi un passage pour tous. Mais cet aspect lisse permet aussi donc de refléter les lumières de la cathédrale, comme on peut le voir sur cette image, où la zone rugueuse, ce que ne peut pas faire la zone rugueuse. Merci.